Vas-tu nous révéler d'une manière ou d'une autre ce qui s'est passé? Et ça dépend. Ça dépend, non? Ce fait que tu évoques est l'un des plus sombres de l'histoire de la police argentine. Bonjour à tous, c'est Magnus Mephisto, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler d'une affaire qui a été très intéressante, tant pour la presse que pour l'opinion publique en général. Cela s'est passé dans mon pays, en Argentine, en 1989, et cela a tenu le pays en haleine pendant de nombreux mois. Tout le monde essayait de découvrir ce qui s'était réellement passé. Chacun avait sa propre théorie, et chacun imaginait ce qui s'était passé dans cette pièce, plus précisément dans la salle de bain. En 1989, Irma Béatrice Giron, âgée de 22 ans, et Gloria Fernandez, âgée de 15 ans, ont été retrouvées mortes et jetées nues dans une baignoire. Toutes deux présentaient un état de décomposition si avancé qu'il correspondait à un mois passé à l'intérieur. Cependant, seulement 3 jours s'étaient écoulés depuis leur disparition. Que s'est-il passé? Quelqu'un les avait-il assassinées? Étaient-elles mortes dans le cadre d'un pacte suicidaire? Avaient-elles utilisé un animal exotique pour les empoisonner? Aidez-moi à percer ce mystère. Découvrez ce qui s'est passé à l'intérieur de cette petite maison et ce que la presse a révélé à l'époque, comme l'affaire de la Mamba Noire. Avant d'aborder l'affaire et le mystère, je dois d'abord vous demander quelques petites choses rapidement. Suivez-moi sur Instagram, @ManuMephisto. Je vais vous laisser le lien juste en dessous, dans les commentaires mis en avant et aussi dans la description. Si vous avez des informations à apporter sur cette affaire ou des suggestions de cas que vous aimeriez voir sur ma chaîne, écrivez-moi là-bas, s'il vous plaît. Deuxièmement, laissez un like sur cette vidéo. À 10 000 likes, le prochain cas mystérieux sortira. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes très proches d'atteindre le 1 million d'abonnés. Et si vous aimez ce genre de vidéo, je vais aussi vous en laisser ici en dessous dans la description de la vidéo. Une liste avec tous les cas précédents parce que vous êtes probablement nouveau sur la chaîne. Mais c'est le cas numéro 31 ou 32 que nous faisons sur cette chaîne. Donc si vous voulez voir tout ce que nous avons fait auparavant, je vais vous laisser la playlist pour que vous puissiez faire un marathon et les regarder les uns après les autres. Et enfin, je ne vous embête plus, je veux vous dire que le 19 avril, je vais animer la Stranger XP pour les gens qui sont de la capitale fédérale. Ici, à Buenos Aires, ce sera le plus grand événement dédié à Stranger Things ici en Amérique latine. L'après-midi du jeudi 13 avril 1989, la propriétaire de la maison, située rue Mello au numéro 3000, soudain, elle a entendu la sonnette retentir. Elle a eu du mal à aller ouvrir parce qu'elle était assise, pratiquement hypnotisée devant la télévision. Pourquoi? Parce que Juan Carlos Pugliese, qui était le ministre de l'économie du président Raúl Alfonsín, annonçait une série de mesures qui ressemblaient davantage à un geste désespéré pour tenter de sauver le pays de la terrible crise dans laquelle il était plongé. Elle écoutait attentivement ce que disait ce ministre. Il parlait d'un dollar flottant, contrôle des prix, augmentation allant jusqu'à 14% pour les tarifs d'électricité, d'eau, de gaz et jusqu'à 16% pour le carburant. L'hyperinflation était en train de détruire le pays. Les prix devaient être mis à jour jusqu'à 3 ou 4 fois dans la même journée. Les gens ne savaient pas quelle était la valeur des billets qu'ils avaient en main. Et cette dame était très attentive, écoutant ce que ce ministre était en train d'annoncer. Quand quelqu'un a frappé à sa porte, elle s'est levée de son fauteuil, assez de mauvaise humeur, et elle est allée voir qui la cherchait. Quand elle a ouvert la porte, elle est tombée sur Irma Béatrice Giron, la jeune femme de 22 ans qui, depuis quelques mois à peine, louait le pavillon habité situé au fond de sa propriété. Irma lui a demandé, s'il vous plaît, si elle pouvait lui prêter le téléphone. Rappelons qu'à cette époque, en Argentine du moins, tout le monde n'avait pas de téléphone chez soi. C'était un bien qui n'était pas très courant, seules quelques personnes en disposaient. Donc la plupart des gens allaient chez leurs voisins pour l'utiliser, et il était utilisé dans des situations assez particulières. Dans ce cas précis, Irma a demandé à utiliser le téléphone pour pouvoir appeler un médecin. Pourquoi? Parce qu'elle lui a dit qu'une de ses cousines était en visite chez elle et qu'elle se sentait très mal. La dame lui a dit
Bien sûr, oui, entre ma chère, appelle qui tu veux. La jeune fille, bien sûr, a passé l'appel et a remercié poliment la propriétaire du terrain avant de partir. Cette dame lui a dit « Pas de problème, à bientôt, à plus tard ». Assise dans son fauteuil chez elle, elle a continué à regarder le journal télévisé, notamment l'annonce du ministre de l'économie. Elle n'imaginait pas que seulement 3 jours plus tard, sa maison, plus précisément l'appartement qu'elle avait au fond de son terrain, deviendrait un lieu visité par tous les médias du pays. Et tout le monde serait attentif à l'affaire qui s'y déroulait. Comment imaginer qu'une chose pareille allait arriver? Le matin du dimanche 16 avril de cette année-là, le commissariat du 2e district, situé à Florida, a reçu un appel. Apparemment, un voisin signalait qu'une odeur très nauséabonde provenait d'une maison située dans la rue Mello. Les policiers sont allés au 3000 et ont d'abord discuté avec la propriétaire du terrain. Elle leur a donné une clé pour qu'ils puissent s'approcher, pour qu'ils puissent ouvrir la porte de l'appartement qui se trouvait au fond. Ils ont d'abord frappé à la porte avec insistance. Comme personne ne répondait, ils ont utilisé la clé pour ouvrir la porte. Et quand sont-ils entrés? Une odeur de putréfaction terrible les a envahis. L'un des policiers n'a pas pu contenir son dégoût et a vomi instantanément. Qu'est-ce qui s'était passé? Docteur, vous devez venir voir ça. L'appel téléphonique a surpris le juge Raúl Casal en plein déjeuner. Celui qui l'appelait était Benitez, le commissaire du commissariat numéro 2 de Florida, qui le convoquait dans une maison située au 3354 rue Mello à Vicente Lopez. Le juge du tribunal pénal numéro 2 de San Isidro a précipité son déjeuner et s'est rapidement rendu à cette adresse. Ce qu'il ne s'imaginait pas, c'est qu'il allait se retrouver impliqué dans l'un des mystères les plus intéressants de notre pays. Dans une affaire qui a tenu en haleine toute la presse et toute la société pendant des mois, et à lui, en tant que juge de cette affaire, il revenait d'enquêter sur le mystère et d'arriver à une conclusion. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé un tas de voisins en train de chuchoter sur le trottoir, parlant de rumeurs. Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé, mais pourtant, il pressentait que quelque chose de mauvais était arrivé. Il parlait de policiers, de nombreux policiers, qui étaient entrés dans la propriété. Il parlait d'une odeur terriblement nauséabonde qui sortait de ce petit domicile, et on n'en savait pas plus. L'appartement en question était un pavillon habité qui se trouvait au fond d'une propriété. Il avait 2 chambres, un salon, une salle à manger, une toute petite cuisine, une cour et une salle de bain. C'est précisément dans la salle de bain que cela s'était produit. Lorsque les policiers sont entrés dans la salle de bain de ce petit appartement, ils ont été confrontés à une scène vraiment sordide. 2 femmes étaient mortes, allongées dans une baignoire. L'une d'elles était Irma Béatrice Giron, âgée de 22 ans. C'était la femme dont je vous ai parlé au début de ce récit, celle qui était allée demander à emprunter le téléphone. L'autre femme était Gloria Fernandez, une adolescente de 15 ans qui était la cousine d'Irma. Celle qui vous avait raconté qu'elle avait une forte fièvre, raison pour laquelle sa cousine était allée demander à emprunter le téléphone pour appeler un médecin. Irma était vêtue seulement d'un pullover qui était trempé, Gloria était complètement nue et toutes les deux étaient immergées dans de l'eau dans laquelle flottaient les restes. Ces miniatures, Évangeline? J'ai tout vu au cours de mes années à travailler sur ce genre d'affaires, mais jamais quelque chose comme ça. Vous vous souvenez du juge Casal 30 ans après les faits? Ce qui a attiré l'attention, c'est que les 2 corps présentaient un degré de putréfaction très avancé, comme s'ils étaient restés là pendant des mois. Pourtant, cela ne faisait que 3 jours qu'on les avait vus en vie. La décomposition était telle qu'il leur a été difficile de sortir les cadavres de cette baignoire. Les experts légistes racontent même que les cadavres se désagrégeaient au toucher. Lorsque le juge Raúl Casal s'est présenté à la maison, le commissaire Benitez lui a immédiatement donné un mouchoir parfumé.
Il lui a dit « Mettez ce mouchoir sur votre nez, docteur, sinon vous ne pourrez pas supporter l'odeur. » Lorsque le juge a vu les deux jeunes femmes mortes, il a eu l'impression qu'elles étaient là depuis plusieurs semaines. Cependant, cela ne correspondait pas au témoignage des témoins. Que s'était-il passé? La propriétaire a dit qu'il y a 3 jours, elle avait contacté Irma pour lui demander de prêter son téléphone afin d'appeler le docteur. Et en plus de cela, les parents de Gloria racontaient qu'elle était sortie de chez elle jeudi soir en disant qu'elle allait passer la nuit chez son père. Pourquoi Irma allait-elle y aller? Pour quand? La propriétaire de cette maison a raconté qu'ils avaient appelé un médecin pour cette adolescente qui ne se sentait pas bien. Les policiers voulaient savoir qui était le médecin qui s'était présenté dans cette maison. C'est ainsi qu'ils ont retrouvé Arnaldo Bresciani, un médecin de garde de l'hôpital de Vicente Lopez. Il a témoigné et a dit que oui. Le jeudi après-midi, il s'était rendu dans cette propriété car on lui avait signalé la fièvre d'une des jeunes filles. Arnoldo a dit qu'il avait examiné Gloria et qu'il avait détecté qu'elle avait un état fébrile. C'est pourquoi il lui avait prescrit du Multin, qui est un médicament utilisé comme analgésique et antipyrétique. En plus de cela, il avait recommandé à l'adolescente de prendre un bain d'immersion afin de faire baisser la fièvre. Rien d'étrange n'apparaissait dans aucun des témoignages, et le juge était complètement déconcerté par ce qui se passait. Il y avait là un mystère, et cela l'inquiétait énormément. L'un des experts médico-légaux déclara à la presse à ce moment-là que même les cadavres qu'ils récupéraient dans la rivière ne présentaient pas un état de décomposition comme celui qu'ils avaient su. De plus, il disait que c'était l'un des plus grands mystères qu'il devait élucider. Cependant, ce n'était pas la seule piste non résolue. Pourquoi les deux femmes étaient-elles nues, allongées dans cette baignoire? C'était étrange. C'était la première fois que Gloria allait dormir chez sa cousine Irma. Elles s'étaient donné rendez-vous pour préparer les souvenirs d'un mariage auquel elles avaient toutes les deux été invitées. La porte de la propriété ne montrait aucun signe d'effraction. Alors la presse de l'époque a commencé à échafauder les conjectures les plus étranges. Certains parlaient d'une relation lesbienne secrète, d'autres évoquaient un pacte suicidaire, d'autres encore parlaient d'un amant discret. Il était entré avec l'accord de la propriétaire, avait tué les deux femmes, puis s'était échappé sans laisser aucune trace. Le juge a ordonné une autopsie. Les deux cadavres ont été retirés de la baignoire, non sans perdre de nombreuses preuves au cours du processus, selon ce qu'a déclaré l'un des experts médico-légaux. Cela signifie que lorsque les cadavres ont été sortis, certaines parties ont commencé à se détacher. Ils ont été transportés à la morgue de La Plata, dans la province de Buenos Aires, et sont restés 48 heures dans une chambre froide avant que l'autopsie puisse être réalisée. Les résultats de l'autopsie n'ont fait qu'ajouter encore plus de mystère. Aucun des cadavres ne présentait de blessures causées par une arme blanche, ni par une arme à feu. Elles n'avaient pas été électrocutées. Elles n'avaient pas été empoisonnées. Il n'y avait aucune trace des poisons les plus connus à l'époque, ni de l'antifébrile qui avait été prescrit à l'adolescente. En définitive, il n'y avait absolument rien. Cependant, la police a élaboré une première hypothèse. Cette hypothèse désignait un petit ami qu'Irma avait. C'était un vétérinaire de 30 ans avec qui elle n'avait pas une relation amoureuse officielle, mais plutôt Irma était sa maîtresse, parce que cet homme était marié. Après de nombreuses années de relation, il n'avait même pas une copie de la clé de la propriété. Il semble qu'ils avaient plutôt une relation distante. Le juge Casal l'a interrogé et a dit qu'il lui avait fait subir un interrogatoire assez dur parce qu'il avait de sérieux soupçons sur cet homme. Il s'est rendu compte que cet homme était marié et qu'il avait une sorte de second foyer avec cette jeune femme, Irma, qui était décédée. On savait peu de choses sur cet homme, sauf qu'il travaillait aussi dans une clinique vétérinaire. Le mystère demeurait entier. Personne ne pouvait tirer de conclusion jusqu'à ce qu'un expert arrive avec une étrange hypothèse.
Cela s'est produit 1 mois et demi après la découverte des cadavres. Le juge a reçu un appel et en décrochant, il s'agissait d'un expert nommé Andrés Barrio Canal, qui travaillait au sein du corps médical légal de la police fédérale. Cet homme a dit qu'il avait une théorie sur ce qui était arrivé aux deux femmes. Il croyait fermement que les deux jeunes femmes avaient été empoisonnées avec le venin provenant d'un serpent appelé le mamba noir. Le juge lui a dit de se présenter immédiatement dans son bureau. L'expert s'est présenté et lui a parlé de ce qui suit. Il lui a dit que le serpent en question avait un nom scientifique, qui était Dendroaspis polylepis. C'était un serpent très venimeux qui habitait certaines régions d'Afrique, plus précisément dans les régions du désert du Sahara. Cet animal mesurait entre 2 et 3 mètres et la couleur de sa peau variait entre le gris et le brun foncé. Mais cependant, il était connu populairement sous le nom de mamba noir, parce que lorsqu'il attaquait ses victimes, il ouvrait la bouche de façon extrême et à l'intérieur, on pouvait voir un palais d'une couleur noire ébène. Après avoir décrit cet animal de l'extérieur, l'expert en est venu au sujet du venin. Apparemment, il ne possédait pas seulement une toxine qui tuait immédiatement les personnes qu'il mordait, mais il accélérait tellement la décomposition des cadavres qu'on aurait dit qu'1 heure s'était écoulée. À partir du moment du décès, cela équivalait à 6 heures de décomposition d'un cadavre dans une situation normale. L'expert médico-légal a également dit au juge qu'il n'y avait que 2 cas de meurtre prémédité causés par le venin de la mamba noire. À ce moment-là, toutes les pistes d'enquête avaient mené à des impasses. Le juge a pensé ce qui suit. Même s'il n'y avait pas de mamba noir rampant dans les rues de Vicente López à Buenos Aires, et encore moins à l'intérieur d'un appartement. C'était un animal qui pouvait être amené par quelqu'un travaillant dans une clinique vétérinaire. Donc la théorie vers laquelle tous les enquêteurs se sont tournés était la suivante. Ce petit ami qu'Irma avait et qui avait 30 ans, qui travaillait comme vétérinaire, était d'une certaine manière entré en contact avec un mamba noir. Peut-être qu'un client lui avait amené cet animal qu'il avait comme animal de compagnie, à cause d'une douleur que l'animal avait, ou d'une maladie. Le vétérinaire l'a emmené à l'intérieur de son cabinet, et dans l'intimité de son cabinet de consultation, il a extrait quelques gouttes de venin. Il a gardé ces gouttes dans un flacon. Du flacon, il les a transférées dans une seringue, et il a apporté cette petite seringue chez Irma. Peut-être qu'il avait eu une dispute, peut-être qu'il voulait se séparer de sa maîtresse et continuer sa vie normale. Il ignorait comment mettre fin à cette relation. Et il avait pris la décision de mettre fin à tout de la manière la plus radicale, en l'assassinant, mais pourtant en la tuant sans laisser aucune trace. Et c'est ce qui allait se produire s'il lui injectait ce poison. Alors il s'est dirigé avec cette seringue, il est entré dans la maison. C'est pourquoi la porte ne montrait aucun signe d'effraction. Personne ne l'avait forcé et il a injecté à son amante le venin de la mamba noire. Pourquoi la cousine de cette femme était-elle aussi morte? Eh bien, parce qu'elle était témoin de l'événement. Parce que si elle déclarait avoir vu cet homme entrer dans la maison, ils allaient se rendre compte que c'était lui. Donc il a dû tuer les deux en utilisant ce puissant poison, cette puissante toxine. Le juge, évidemment, n'a pas perdu de temps et a immédiatement ordonné la perquisition de cette clinique vétérinaire. Ils sont entrés, ont fouillé tous les endroits, ont vérifié les dossiers des animaux qui avaient été soignés récemment dans cet endroit et ils n'ont trouvé que 2 petits serpents. Cependant, le vétérinaire n'était pas dans son cabinet. Et évidemment, le juge Casal a émis un mandat d'arrêt. Lorsque cette théorie a circulé, les médias s'en sont donnés à cœur joie, des gros titres ont commencé à apparaître. L'affaire du mamba noir a fait sensation, des experts apparaissaient à la télévision pour parler de cet animal. Les gens voulaient savoir ce qu'était un mamba noir. Ils ont commencé à aller au zoo pour chercher cet animal afin de le voir de leurs propres yeux. Tout le monde était attentif à cette affaire. Chacun voulait élaborer sa propre théorie. D'où venait cet animal? Était-il vrai que cet homme les avait empoisonnés? Cet animal s'était-il introduit chez lui ou appartenait-il à un voisin? Que s'était-il passé dans ce petit appartement à Vicente López?
Pendant que ce vétérinaire était en fuite, la police a arrêté le seul vétérinaire qui soignait ce type d'animaux dans le pays et qui avait été en contact avec la mamba noire aux dates où cette affaire avait eu lieu. Ce type a fini en prison et les médias ont commencé à rumeur que cet autre vétérinaire, sorti on ne sait d'où, était l'un des amants d'Irma. Ils avaient inventé une relation à cet homme qui avait été emprisonné pour avoir soigné une mamba noire. À ces dates de l'année 1989, pendant ce temps, la police cherchait en vain le petit ami d'Irma qui restait introuvable. Le juge Casal a immédiatement ordonné qu'une seconde autopsie soit réalisée, mais cette fois-ci en se concentrant sur la détection pour voir s'il y avait des traces de la toxine de cet animal, de la mamba noire. Service spécial d'enquête technique de la police de la province de Buenos Aires. La surprise fut immense pour ces experts médico-légaux. Lorsqu'ils sont allés analyser à nouveau les cadavres, ils ont commencé à examiner les organes qu'ils avaient séparés des corps et ils ont fait une découverte, qu'il en manquait. Les cœurs des deux filles, il y avait les poumons, il y avait les reins, les intestins, les cadavres étaient là. Cependant, 2 cœurs avaient disparu. De la morgue de La Plata, il a été immédiatement ordonné de fouiller de fond en comble toute cette morgue, chaque chambre froide, chaque tiroir, chaque endroit. Cependant, ces cœurs n'ont pas été retrouvés, étant donné le peu de soins qu'on a portés à cet endroit. On a commencé à parler d'une négligence grave lors de la manipulation de ces organes. Alors le juge a dit « Bon, en attendant, continuez à travailler sur le reste des cadavres ». C'était dommage, parce que évidemment, comme le cœur pompait le sang, c'est probablement là qu'on trouvait la plus grande quantité de toxines. Si la théorie du poison du mamba noir était vraie, cependant le juge n'a pas perdu de temps et a dit « Bon, puisque cela se passe ainsi, nous allons enquêter à nouveau dans la maison, nous allons voir si nous trouvons des traces de la toxine ailleurs. » Concentrons-nous sur la baignoire de la maison. La police s'est à nouveau présentée dans cette propriété. La propriété était fermée. Il y avait le ruban de sécurité. Tous les rubans qu'ils avaient mis sur les fenêtres, sur les portes, personne ne les avait touchés, personne ne les avait brisés. Cependant, lorsqu'ils sont entrés dans cette propriété et qu'ils se sont dirigés à nouveau vers la salle de bain qu'ils ont trouvée, ils ont découvert que dans la baignoire où se trouvaient les 2 cadavres, il y avait de l'eau. Elle était à nouveau remplie et il y avait des restes des cadavres flottant dans cette eau. Comment cela a-t-il pu arriver? Si la police, après avoir extrait les 2 corps, avait complètement vidé la baignoire, évidemment après avoir aussi prélevé des preuves dans l'eau. Ils avaient tout désinfecté car cette eau pourrie était un important foyer d'infection. L'eau était partie par le drain. Pourquoi la baignoire était-elle à nouveau pleine? Pourquoi y avait-il des restes des cadavres flottant dans cette eau? Qui avait rempli cette baignoire? Pourquoi les 2 cœurs avaient-ils disparu de la morgue? Cette découverte a énormément choqué les experts, le juge, la police et les pompiers. Ils ont essayé de trouver une explication. Ils ont dit que peut-être le savon de la baignoire s'était écoulé par là. Il avait bouché le drain et cela avait empêché l'eau de s'écouler. Mais cela ne pouvait pas être vrai. Ils avaient vu l'eau s'écouler par la grille de cette baignoire. Elle était à nouveau pleine. Que se passait-il dans ce cas? Chaque jour, un nouveau mystère survenait. C'était quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. C'était un roman policier, chapitre après chapitre, et aucun ne parvenait à être résolu. Le juge Casal, un peu lassé de tout cela, a nommé 2 nouveaux médecins légistes pour qu'ils prennent en charge l'enquête. C'est ainsi que Nestor de Thomas et Osvaldo Raffo sont entrés en scène. Ils ont travaillé à partir d'échantillons osseux des corps. Ces 2 médecins sont ceux qui sont arrivés à une nouvelle conclusion, ceux qui ont réalisé des tests qui n'avaient jamais été faits auparavant sur les cadavres. Et ils ont avancé une nouvelle théorie, qui, plus qu'une théorie, semblait être la solution à tout ce mystère. Qu'avaient découvert ces médecins? Très simple.
Ils ont dit que les deux femmes étaient mortes d'une intoxication au monoxyde de carbone. En fait, ils ont confirmé l'intoxication en trouvant des traces de carboxyhémoglobine dans les restes osseux de ces deux jeunes filles. Il avait été là tout le temps, à l'intérieur de la maison, sous les yeux des policiers, des juges, des pompiers, et personne ne l'avait vu. Qui était le meurtrier? Qui avait tué ces deux jeunes filles? Un petit poêle qui se trouvait apparemment dans la salle de bain. Quand les premiers policiers sont arrivés, avant d'appeler le juge, avant que cela ne devienne une affaire virale, ils étaient entrés sur les lieux, ils étaient entrés dans la salle de bain. Ils avaient été tellement impressionnés par ce qu'ils voyaient qu'à cause de la chaleur qu'il faisait à cet endroit. Ils ont éteint ce radiateur, ils l'ont débranché parce que s'il restait branché, ils n'allaient pas pouvoir travailler sur la scène du crime. Cependant, personne n'a écrit noir sur blanc le fait qu'en entrant, ils avaient débranché ce radiateur. Ainsi, lorsque le juge et les experts médico-légaux sont arrivés, le radiateur était froid, débranché et déplacé de sa place. C'est pour cela que personne ne s'est douté de ce petit appareil qui émettait du gaz, qui émettait du monoxyde de carbone, et c'est cela qui avait empoisonné. Apparemment, cette jeune fille a commencé à se sentir mal, peut-être parce qu'elle avait déjà remarqué que ce radiateur fuyait du gaz, mais elle n'a pas attribué cela à l'appareil. Ils ont appelé le médecin, et le médecin ne s'est pas rendu compte de cela non plus. Le médecin lui a prescrit cet antipyrétique et lui a dit de prendre un bain pour faire baisser la fièvre. La fille est entrée dans la baignoire, a fermé la porte et a été totalement intoxiquée. Elle a perdu connaissance et est décédée dans la salle de bain. Sa cousine, en voyant que la fille ne sortait pas, est entrée et a voulu l'aider. Et en entrant, comme l'endroit était déjà saturé de monoxyde de carbone, il y en avait partout. Dans cette petite pièce fermée, elle a aussi été intoxiquée, a perdu connaissance et est tombée dans la baignoire. Cela expliquait pourquoi l'une était nue et l'autre non, l'autre portait un pull. Mais s'il restait d'autres mystères, pourquoi un tel niveau de décomposition? Cela pouvait aussi être attribué à ce radiateur, puisque les deux corps étaient dans la baignoire remplie d'eau, et que ce radiateur dégageait de la chaleur en permanence. Il a diffusé de la chaleur pendant 3 jours dans un endroit rempli de vapeur. Cette chaleur a accéléré le processus de décomposition des jeunes femmes. C'est pourquoi elles ne présentaient pas un degré de putréfaction correspondant à 3 jours de décès. Mais il semblait qu'elles étaient restées des semaines immergées dans l'eau. C'est pourquoi leur corps semblait présenter un haut degré de décomposition. Le juge Casal. Alors, lorsque ces experts légistes lui ont présenté cette preuve du monoxyde de carbone, qui était un test qu'il avait ordonné de faire lors de la première autopsie, mais qui n'avait pas été réalisé, il a approuvé la théorie et déclaré que l'affaire était close. Je ne veux plus de tapage médiatique, je ne veux plus de journalistes qui parlent de ça, je ne veux plus de gens qui lancent des théories à la télévision. Fermons cette affaire. Nous allons dire que c'est ce qui s'est passé. Toutes deux sont décédées d'une intoxication au monoxyde de carbone qui provenait de ce petit poêle qui se trouvait dans la maison. Cependant, 30 ans plus tard, le juge Casal avoue qu'il a classé l'affaire. Parce qu'il était dépassé par la situation, parce qu'il était constamment harcelé par la presse, par la police, par toutes les personnes autour de lui. Fatigué de l'affaire, il a dit « ça suffit, je ne veux plus rien savoir ». Il a accepté cette théorie. Aujourd'hui, il avoue qu'il n'était peut-être pas si sûr que ça. C'était la théorie correspondant à l'affaire qu'il n'a accepté que pour se débarrasser de l'affaire. Qu'il y a quelque chose qui ne lui paraît toujours pas clair dans cet événement. Il dit que cela reste une question très mystérieuse et qu'il y a encore une énigme à résoudre. Un simple et triste accident mortel s'était transformé en un crime difficile à résoudre à cause d'une longue chaîne de négligence. La première, c'est que ces filles avaient un poêle défectueux chez elles et que personne n'a détecté la panne. La deuxième négligence, c'est que les policiers qui sont entrés sur la scène du crime, en premier lieu, ont débranché ce poêle et n'ont laissé aucune trace de ce débranchement.
C'est pourquoi ceux qui sont entrés après ne savaient pas que ce poêle avait fonctionné pendant ces 3 jours. La négligence suivante a été que, lorsque le juge a ordonné de faire cet examen pour intoxication, les premiers médecins légistes ont oublié de le faire. La peur d'une intoxication au monoxyde de carbone. C'est l'une des causes de décès les plus courantes chez les personnes qui meurent dans une salle de bain. C'est pourquoi il est très courant de réaliser ce type d'analyse sur ces cadavres. Cependant, elle n'avait pas été réalisée. Malgré cela, il restait encore 2 mystères à résoudre. L'un d'eux était le mystère des cœurs disparus. Qu'était-il arrivé à ces cœurs? Pourquoi n'étaient-ils pas dans la morgue? Eh bien, apparemment, selon la légende qui entoure cette affaire, les médecins avaient extrait les cœurs des 2 corps. Ils les avaient placés dans des bocaux non fermés et sans aucun liquide de conservation. Parce qu'ils allaient les analyser, puis ils les ont sortis dans la cour de cet endroit, car ils n'avaient plus de place dans la salle où ils faisaient cette opération. Et en les laissant dans la cour, un chien qui rôdait dans les environs s'est approché et les a mangés. C'est l'explication qui a été donnée des années plus tard. Et la baignoire qui se remplissait, pourquoi l'a-t-elle fait seule? Pourquoi y avait-il des restes de faune cadavérique flottant dans cette eau putréfiée? De la baignoire qui s'est remplie seule après avoir été vidée? Apparemment, cette baignoire avait une fuite, une toute petite fuite, presque imperceptible. Et apparemment, comme ces cadavres se désagrégeaient au toucher, quand ils les ont déplacés, quand ils les ont sortis de l'endroit, des restes de peau, des restes de corps s'étaient écoulés par la tuyauterie et avaient bouché les canalisations de l'évacuation de cette baignoire. Et la combinaison de cette fuite d'eau avec la canalisation bouchée a fait que, des semaines après les faits, comme cette maison est restée abandonnée pendant des semaines sans que personne n'y mette les pieds, cette baignoire se remplissait toute seule à cause de la goutte qui tombait, et comme l'eau ne pouvait pas s'écouler, elle s'accumulait. Elle s'accumulait de plus en plus, et cela a fait que la baignoire s'est remplie à nouveau. Cela expliquait aussi les restes de faune cadavérique flottant dans l'eau. Apparemment, ce mystère a été résolu de cette manière. Cependant, comme je vous le dis, on était presque en avril de l'année 2020. Maintenant, je veux que vous me disiez, qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé? Quelle est votre théorie sur cette affaire? Laissez vos théories écrites ci-dessous et je vais lire tout ce que vous écrirez. Je vous invite à liker cette vidéo. Dès qu'on atteint 10 000 likes, je raconterai une nouvelle affaire mystérieuse. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sur mon Instagram que je vais mettre en commentaire épinglé là-haut pour que vous puissiez me suivre. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Ce cas mystérieux a eu lieu en Argentine en 1989. J'écoute et je lis vos suggestions pour les prochains cas que vous voulez qu'on aborde sur cette chaîne. Je m'appelle Magnus Mephisto et on se retrouvera sûrement dans la prochaine vidéo. Salut! Je le répète, cette affaire reste impunie. Beaucoup a été dit sur les cousines mortes dans la baignoire, mais je maintiens nos découvertes lors de l'enquête. Excuse mon manque de modestie, nous avons enquêté de près. Nous avons même consulté des livres de médecine légale. Ils disent que c'est un assassin diabolique et un poison très puissant, peut-être issu du serpent Mamba.